Le président et cofondateur de Doctolib est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Stanislas Niok-Château. Bonjour. Doctolib est une start-up spécialisée dans la prise de rendez-vous sur Internet auprès des professionnels de santé, notamment les médecins. Vous vous êtes lancé en 2013. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente en chiffres du côté des utilisateurs, des patients, mais également du côté des médecins? Alors, Doctolib, comme vous l'avez bien dit, c'est deux choses. Pour les patients, c'est un site internet, des applications pour prendre un rendez-vous. Pour un médecin, trouver de l'information et gérer son carnet de consultation en ligne. On a 12 millions de Français sur notre site chaque mois. À peu près 1 million de nouveaux Français rejoignent la plateforme chaque mois. Et du côté des professionnels de santé, c'est un logiciel d'agenda avec plein de services autour pour améliorer l'organisation des cabinets et des établissements de santé, désengorger les secrétariats, faire connaître les cabinets. On a 40 000 praticiens qui travaillent avec nous aujourd'hui, 900 établissements de santé. Et bien sûr, le modèle n'en est qu'à ses tout débuts, parce qu'on a plein de plans d'action dont on va discuter, je pense, aujourd'hui. 40 000 praticiens qui sont déjà présents sur Doctolib. Sur combien de praticiens au total en France, juste pour se rendre compte? Alors, 570 000 praticiens au total. Donc, vous n'êtes même pas à 10% encore du marché. Donc 370 000 libéraux. Et donc, on offre une solution complète à la fois pour les établissements de santé, hôpitaux, cliniques, centres de santé, mais aussi, bien sûr, pour les cabinets libéraux, un peu dans toute la France. On est présent dans 30 villes en France aujourd'hui, avec des équipes de consultants dans toutes ces villes pour aller à la rencontre des professionnels de santé et pour aller mettre en place Doctolib sur mesure pour chacun d'entre eux. Donc faire du porte-à-porte, notamment pour convaincre les praticiens de rejoindre Doctolib, dont le modèle économique est double. D'une part, la gratuité pour les utilisateurs. Exactement. Et d'autre part, un forfait de 109 € par mois. Vous dites si je me trompe, mais oui, je crois que c'est 109 € par mois pour les médecins. Aujourd'hui, Doctolib, par exemple, ne publie pas encore ses résultats. Ça représente quoi, juste qu'on se rende compte en termes d'activité? Est-ce que, par exemple, vous êtes profitable aujourd'hui, Doctolib? Alors non, le modèle économique, il est très simple. Vous l'avez bien dit, 109 €. On a 40 000 professionnels de santé. Pour ces 109 €, les professionnels de santé, ils ont accès à 100% de notre service, agenda, prise de rendez-vous en ligne, visibilité et tous les services autour liés à la gestion de patientèle. Profitabilité, non. Pourquoi? Parce qu'on veut continuer d'investir pour aller fournir le meilleur outil du quotidien des patients et des professionnels de santé. Et donc, on a une cinquantaine d'ingénieurs, on en aura une centaine d'ici la fin de cette année pour aller faire les outils de demain qui permettront trois choses. 1, d'améliorer l'organisation des cabinets et des établissements. 2, fluidifier l'accès aux soins pour les patients, vous ou moi. Et 3, permettre une meilleure collaboration entre les professionnels de santé. On va revenir quelque peu sur les derniers mois, les dernières années de Doctolib. Vous avez levé en novembre dernier à peu près 35 millions d'euros, oui, ce qui a fait 61 millions d'euros levés sur la seule année 2017. Et depuis votre création en 2013, c'est 85 millions d'euros levés pour Doctolib, start-up française. Quand on lève autant d'argent, ça peut vouloir dire deux choses. Soit que la start-up est jugée comme prometteuse et donc elle attire les investisseurs, soit qu'elle est, comme on dit, cash burning, c'est-à-dire qu'elle consomme beaucoup d'argent, beaucoup de financement. Vous êtes de quel côté de l'iceberg ? Alors, en fait, moi, je me pose pas trop ces questions, je vous avoue. Notre vision, c'est plutôt une vision à 15-20 ans, d'aller transformer et améliorer l'efficacité de notre système de santé. Et comme nos professionnels de santé, nos établissements, et bien sûr, l'ensemble de nos équipes le savent, ça ne peut pas se faire en 10 minutes. Et donc, nous, pour le faire, on doit fournir la meilleure techno, le meilleur service et aller créer une communauté de professionnels de santé, une communauté de patients. Les investisseurs le comprennent, cette stratégie de long terme? Alors en fait, nous, on n'a que des investisseurs long terme. On a l'État français qui nous a rejoints. On a Euraseo, Axel Partner, un groupe d'entrepreneurs en France et en Allemagne qui partagent exactement la même vision que nous, qui est de dire comment est-ce qu'on va faire l'outil du quotidien des patients et des praticiens pour digitaliser notre système de santé. Je vous donne juste quelques chiffres. Oui. La santé, c'est 240 milliards d'euros en France, 4-5% de croissance par an. La technologie de la santé, c'est seulement 3 milliards, donc seulement 1%, un peu plus d'1% de ça, alors qu'il reste tout à faire pour avoir un dossier patient informatisé en ligne, pour avoir de la prescription en ligne, pour avoir de la téléconsultation en ligne, pour avoir des parcours de soins plus simples pour vous, moi. Et donc, il reste tout à faire. Pour le faire, il faut être en partenariat avec les professionnels de santé et en partenariat long terme avec les professionnels de santé. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on met autant de sueur et de conviction sur le terrain avec nos praticiens et c'est pour ça qu'on doit investir autant d'argent pour aller fournir le meilleur outil du quotidien
pour les patients et les praticiens. Un outil du quotidien. De l'autre côté, la stratégie, c'était également l'internationalisation avec la volonté de devenir un acteur européen avec tous les montants que vous avez levés. Et loin de moi l'idée de dire que c'est facile l'internationalisation d'une entreprise. 5 ans après votre création et 85 millions d'euros levés, le seul pays européen dans lequel vous êtes présent hors la France, c'est l'Allemagne. Est-ce que c'est difficile dans votre secteur par rapport à d'autres secteurs de s'internationaliser, de faire des économies d'échelle ? Alors oui, l'internationalisation est bien sûr difficile, elle est difficile pour toutes les entreprises. Elle est difficile pour nous, bien sûr, parce que chaque système de santé a ses propres règles. On doit reconstruire notre image, reconstruire notre marque dans toutes les villes. Encore une fois, en France, on est présent dans 30 villes. En Allemagne, on est présent déjà dans 5 villes avec une cinquantaine de personnes. Donc oui, c'est difficile, il faut rebâtir notre marque. Après, nous, on n'a pas du tout une vision internationale d'ouvrir 15-20 pays. On a une vision de construire une boîte franco-allemande. On est en Allemagne aujourd'hui. On a créé cette société il y a 4 ans. On a 400 salariés aujourd'hui. La première année, 2014, on a testé, prouvé notre concept. Le vrai décollage, c'était en 2015. Début d'internationalisation fin 2016. Et donc là, on commence à voir les fruits de ce qu'on a fait en France et en Allemagne. Vous ne pouvez pas vous contenter de traduire un site internet pour vous lancer dans un nouveau pays européen, en fait. Absolument pas. Encore une fois, vous l'avez compris, nous, on est là pour améliorer l'efficacité du système de santé en travaillant avec les hôpitaux, les établissements de santé et les cabinets libéraux. Et pour faire ça, il faut avoir des équipes locales, du produit, de la technologie, du service. C'est ça qui fait la valeur ajoutée. En fait, il y avait déjà plein de services avant nous qui existaient en Allemagne, en France, dans plein de pays d'Europe. Ce qui fait la vraie différence de Doctolib, c'est qu'on fournit un service pour les praticiens, on simplifie leur organisation et grâce à ça, on améliore la relation entre le patient et le praticien et entre les praticiens. Toute dernière question sur Doctolib. Le 18 janvier dernier se sont ouvertes les négociations conventionnelles entre d'un côté les syndicats des professionnels de la médecine et de l'autre côté l'assurance maladie au sujet des tarifs de la télémédecine, une pratique que souhaite développer, favoriser le gouvernement, notamment pour lutter contre les déserts médicaux. Chez Doctolib, 5 ans après votre création, vous êtes toujours présent sur les rendez-vous médicaux, mais vous ne vous êtes pas encore lancé dans la télémédecine comme d'autres startups, notamment des assureurs. Est-ce que vous craignez de peut-être prendre le risque de passer à côté d'une opportunité ? Alors non, absolument pas. Premier point, on travaille avec les syndicats de praticiens libéraux. On est en partenariat avec certains d'entre eux pour réfléchir à ces solutions de télémédecine. On travaille même avec les pouvoirs publics, soit le ministère, l'assurance maladie, pour essayer de concevoir la télémédecine française de demain. Aujourd'hui, on est le premier service de e-santé en Europe. On a 12 millions de Français sur notre site. C'est assez rare pour être souligné. Premier service de e-santé en Europe qui est franco-français. Et donc, on va essayer de collaborer avec tous ces acteurs pour faire de la téléconsultation une réussite, en sachant que moi, je pense que ça ne passera pas par les assurances, je pense que ça passera par les praticiens et les établissements de santé. C'est pour ça que j'ai fait le choix de travailler sur tous ces sujets d'innovation avec les praticiens et les établissements de santé. Et justement, on recevait il y a quelques semaines sur ce plateau, dans cette émission, le PDG d'AXA France qui disait qu'il voulait se renforcer dans la télémédecine, notamment en allant directement dans les entreprises. Pour vous, les assureurs dans la télémédecine, ce sont des futurs partenaires ou de futurs concurrents frontaux ? Moi, je vous dis, je ne sais pas trop répondre encore à votre question, mais je pense que ce qui compte, c'est les professionnels de santé, les établissements de santé. Les professionnels de santé, il faut qu'ils gagnent leur vie, il faut que ce soit simple pour eux. S'il n'y a pas ces 2 points-là, il n'y aura pas de téléconsultation. Bien sûr, il faut qu'il y ait ensuite un cadre légal avec une nomenclature d'actes et du financement, mais si les praticiens libéraux et les établissements de santé ne gagnent pas leur vie, et si ça ne s'intègre pas dans leur organisation, il ne se passera rien. Et ce sera justement l'objet des négociations conventionnelles qui se sont ouvertes. Toute dernière question pour terminer. Ouais. Si je me base sur vos chiffres, donc Doctolib, 50 créations, vous visez, je crois, cette année 600 emplois en tout, oui. 85 millions d'euros levés. Ça, c'est ces 5 dernières années, avec un élément nouveau, l'arrivée d'Emmanuel Macron, que l'on qualifie à tort ou à raison de président de la Startup Nation. On ne va pas vous demander de faire de la politique, mais est-ce que vous avez senti un effet Macron au niveau de votre startup ou est-ce que vous démentez ? Alors moi, le seul effet que j'ai ressenti au-delà de toutes les lois, normes et règlements, c'est la confiance. Aujourd'hui, mais je le sens déjà depuis 4-5 ans, il y a une confiance retrouvée dans les PME, les TPE, la création d'emplois et ça, je pense que c'est bien. Moi, je le dis souvent, la France est le plus beau pays du monde pour créer sa boîte. On a des ingénieurs, on a des ressources, on a cette culture de l'entrepreneuriat. Et donc, essayons de faire de la France
un terrain d'innovation et un terrain de création d'emplois. Encore une fois, on a créé 400 emplois sur 3 ans. On va recréer 200 cette année. Donc c'est pas parce qu'on est en France qu'on peut pas être ambitieux et vouloir faire des entreprises qui transforment des industries. Et ça, avant même Emmanuel Macron, finalement. C'est ça, avant même Emmanuel Macron. Et bien sûr, avec Macron, ça renforce ce côté confiance en l'avenir. Ça fait revenir des Français de l'étranger, chose que j'essaye de faire, revenir des Français de Londres, revenir des Français de Suède ou d'ailleurs. Mais par contre, avant même Emmanuel Macron, je pense qu'il y avait déjà cette dynamique entrepreneuriale. Et je pense qu'en France, il faut qu'on soit convaincu qu'on peut aller loin avec nos PME et nos TPE. Merci Stanislas Niox-Château d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle cofondateur et président de la start-up Doctolib.